En fait, nous, on attaque une table ronde donc, sur revaloriser, réparer et recycler dans la filière cuir. Et les 3 intervenants que vous avez devant vous sont un peu les 3 étapes de la vie d'un produit. En fait, on va avoir Julie qui va être à l'éco-conception du produit au tout départ. Ensuite, on va avoir Léopolda qui va s'inquiéter des chutes de production du produit de Julie. Et puis après, on aura Sébastien qui, lui, va s'attaquer à la réparation et à l'entretien que le produit que Julie aura créé. Donc, on va faire simple. Pour commencer, on a donc revalorisé, on a réparé, on a recyclé. Qu'est-ce que ça veut dire dans vos métiers au quotidien et qu'est-ce que ça vous évoque, Julie? On commence avec toi. Allez. Moi, la revalorisation, on va dire que ça a été évoqué moult fois cet après-midi, mais effectivement, quand on choisit la matière cuir pour illustrer sa profession créative, on va dire que c'est pas anodin. On est effectivement d'une part sur une forme de valorisation de l'animal de fait. On a évoqué plusieurs fois le fait que effectivement c'était un matériau qui était à la base un déchet de l'industrie agroalimentaire. Après, pour moi, la notion de revalorisation, de réparation, c'est avant tout une nécessité éthique. Je pense qu'il y a assez peu de professions dans lesquelles on se retrouve à travailler pour matière première quelque chose qui est issu du vivant. Je trouve que ça illustre pas mal, effectivement, ne serait-ce que le terme de cette rencontre de 3 jours. Il y a une responsabilité dans le fait de travailler cette matière-là. Je pense que c'est la responsabilité de sublimer cette matière et d'essayer de l'honorer d'une certaine façon. Donc c'est un matériau qui est précieux financièrement et symboliquement. Donc je pense que ça implique ce travail de chaîne de valeur. Et après, il y a une nécessité de contexte. Moi, je vais parler de l'industrie du luxe, mais au final, c'est une industrie qui, dans les dernières années, a beaucoup adapté son modèle économique à celui de la fast fashion dans le développement de ses gammes de produits, dans la multiplication de ses collections. Donc, il y a de fait eu un accroissement des productions d'accessoires exponentielles dans les dernières années. De plus, l'accessoire, c'est quelque chose qui est considéré comme plus rentable que le prêt-à-porter, donc qui a tendance à aussi à s'être beaucoup proliféré dans beaucoup de marques pour porter des lignes de prêt-à-porter. L'approvisionnement s'est mondialisé et avec ça les mauvaises pratiques, et donc il y a forcément une nécessité à repenser un peu un modèle actuel. Je crois que c'est clair. Léopolda, je te vois approuver. Tu veux enchaîner? Je suis d'accord. Merci pour ce développement. Non, effectivement, je te rejoins sur ce que tu viens de dire, sur le côté... L'origine noble de cette matière, effectivement, ça a été un être vivant on a produit de la viande, et effectivement, je trouve que ça fait absolument sens de valoriser la peau et pour la transformer en une telle matière. Moi, d'un point de vue valorisation des stocks dormants de l'industrie du cuir, et il est vrai du luxe pour ce qui est de notre positionnement, pour passer d'une peau animale putrescible à un cuir, une matière imputrescible, un cuir de luxe, il y a eu d'innombrables savoir-faire, d'innombrables gestes de ces artisans qui ont œuvré pour transformer une peau en cuir. Et ça, moi, quand j'inscris ça dans une logique d'économie circulaire, je ne conçois pas que ces stocks dormants de cuir puissent être détruits. Donc effectivement, moi, si on me demande, je fais la différence entre upcycling et recyclage, puisque pour moi, le recyclage, on passe obligatoirement par une phase de destruction de la matière pour la retransformer en une autre. Quand on parle du cuir, on va perdre de la valeur, la matière va perdre de sa valeur, et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne résonne pas avec ma position. Et donc, oui, c'est effectivement le côté noble à la fois le patrimoine historique en fait, de cette matière et le patrimoine immatériel qui a été injecté dans ces peaux pour les transformer en cuir. Donc voilà la raison d'être de mon activité. Oui, et je pense que Sébastien, même si tu es en fin de parcours pour le produit, tu n'es pas très éloigné de toutes ces valeurs-là.
Ça résonne forcément, hein, tu as raison Elsa. La chaussure en fait a été créée, elle a été portée et nous on vient la réparer. On vient la réparer en fait pour lui donner évidemment en fait une logique de réemploi à l'infini. Donc on n'est pas dans la réutilisation, on n'a pas en fait du coup l'obligation de transformer la matière pour éventuellement pouvoir la réutiliser. On va juste sublimer, continuer de sublimer en fait un geste créatif tout d'abord, tu l'as dit. On a créé une belle chaussure. On a des produits particulièrement nobles qui ont été en fait en bout de chaîne travaillés, traités de telle manière qu'ils puissent être durables par construction. Et nous, on vient y apporter un savoir-faire, au passage non délocalisable, sur lequel on va pouvoir évidemment prolonger l'expérience de la chaussure du chaussant. On est quand même vachement bien dans ces chaussures lorsqu'on les a faites à son pied, du reste. Et à partir de là, on va pouvoir évidemment être un accompagnateur en aval, une fois en fait que la consommation de la matière a été sublimée via la chaussure, via son port et ensuite évidemment via son réemploi. Le cordonnier est donc un acteur du réemploi qui s'ignore ou qui s'ignorait, et Galoche et Patin, via évidemment votre trajectoire, est là pour lui apporter les codes du digital, lui permettre une facilité en fait du coup dans l'usage et faire en sorte qu'on ait le réflexe de réemployer. Parfait, c'était limpide. Non, mais c'est important de valoriser le métier de l'artisanat de fin de chaîne parce qu'effectivement, il est un peu invisibilisé sur cette filière cuir, mais il est non moins important. On a parlé dans la table ronde précédente avec Léopolda un peu des différences idéologiques qu'on peut rencontrer dans la filière cuir. Il y a aussi des problématiques purement pratiques. Vous les rencontrez chacun d'entre vous à des niveaux différents. À quel moment elles impactent votre business, si elles l'impactent ? Julie, à la création, c'est quoi les contraintes que tu rencontres ? Alors, à la création, on va dire que pour être dans une logique d'éco-conception, il y a plusieurs problématiques qui se posent, qui sont de l'ordre de l'organisation actuelle de la filière, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment des évolutions qui sont constantes ces dernières années, mais le fait de partager cette matière avec une industrie agroalimentaire avec laquelle on n'est pas dans un partage de stratégie et de politique environnementale, ça implique qu'il y a, à un moment donné une chaîne d'information qui se casse à l'abattoir, qui fait que ça engendre des problèmes de traçabilité des matières. Là, à l'heure actuelle, on peut tracer les pots jusqu'à l'abattoir, mais au final, l'abattoir peut être français, ça ne veut pas forcément dire que l'animal qui aura pénétré dans l'abattoir l'aura été. Donc, il y a toute une problématique de traçabilité à repenser sur la filière. Il y a évidemment le fait de, comme une industrie, on va dire, de fin de chaîne, de partager l'impact écologique de l'élevage de l'animal et d'être pour l'instant dans l'incapacité vraiment de le chiffrer précisément. Ça va forcément impacter les choix quand on travaille avec la matière cuir. Après, moi, les contraintes que je rencontre, que j'ai pu rencontrer dans les 15 dernières années, c'est avant tout beaucoup de nécessité de pédagogie, on va dire, et d'amalgame, notamment sur les problématiques d'engagement. Il y a pour moi autour du cuir deux types d'engagement. Il y a un engagement qui est environnemental et il y a un engagement qui est autour du bien-être animal. Le choix du cuir ou le choix de ces alternatives ne répondent pas forcément tout le temps à ces deux types d'engagement. Je pense que quand on est sur des alternatives au cuir, pour l'instant, en tout cas avec les progrès technologiques qui existent à l'heure actuelle, on est sur un choix qui est proposé aux consommateurs et qui est extrêmement important, mais qui répond à la problématique du bien-être animal, pas encore de l'engagement écologique. Donc c'est à avoir en tête aussi quand on traite de ces matières-là. Et après, je dirais à la rigueur qu'une des contraintes principales, elle se situe aussi au niveau des avancées technologiques de la filière. Moi, j'ai accompagné pendant presque 10 ans la marque Jérôme Dreyfus dans la direction de son studio. Et c'est une marque qui s'est positionnée très tôt sur le cuir en tannage végétal.
Et au tout début, c'était extrêmement difficile de trouver des gens qui étaient capables de le faire avec des fixations de couleurs qui étaient pérennes et avec une palette de couleurs qui permettait la créativité. Donc l'engagement écologique, l'engagement... Il est possible aussi que si la technologie suit. Or, il y a plein de choses qui se passent, mais pour l'instant, on est encore aussi dans des prémices et pas forcément dans des capacités de développement à grande échelle. Sébastien, toi, tu vas être plus sur des problématiques très pragmatiques, très pratiques, plus que idéologiques, je pense, au niveau de la cordonnerie. C'est un métier qui n'a pas tant que ça bougé dans le temps, qui a évolué, mais qui n'a pas non plus des fulgurances technologiques. Ouais, tu as raison. Hein. Le vrai sujet sur la cordonnerie, c'est déjà d'essayer de normaliser en fait, du coup, la prestation, qui est en fait en réalité assez hétérogène en fait, d'un cordonnier à un autre. Les cordonneries sont devenues plutôt des acteurs du multi-service que des cordonniers stricto sensu en fait, ces dernières années. Aussi parce que le marché en fait, était plutôt en décroissance, à vrai dire. On est dans un méga trend, dans une méga tendance où en fait, à l'inverse, on y reviendra après, mais les plus jeunes en fait, sont conscients en fait, des enjeux lié en fait à la prolongation de la durée de vie d'un bien, quel qu'il soit. La chaussure est un outil magnifique pour exprimer en fait du coup cette thèse. Et donc du coup, évidemment, eh bien en fait, on redécouvre un petit peu ce métier. Néanmoins, c'est un métier sur lequel on a de moins en moins de formation. Donc trouver en fait du coup en fait évidemment des personnels formés qui sachent revenir en fait sur l'expertise même de la cordonnerie dure, hein, nominale. Ça c'est quand même assez compliqué. Et puis, je dirais même permettre le recours le plus simple et le plus facile au cordonnier, en tant que tel, n'est pas si simple non plus. C'est des métiers qui ne se sont pas particulièrement digitalisés. Il n'y a pas une marque enseigne en fait, qui a consolidé le marché. Autant, assez étonnamment, dans d'autres univers, le pressing par exemple, bon, bah, voilà, sur des services en fait, de proximité, on a tout un tas d'univers qui se sont consolidés, qui se sont même industrialisés, toute proportion gardée. On n'a pas ça dans la cordonnerie, donc il faut évidemment qu'on rattrape évidemment ces aspects et ce retard. La problématique de la formation, elle est huge. Franchement, en fait, du coup, même recréer des filières de formation, valoriser ce métier, que ça soit à travers le compagnonnage, mais pas que, c'est un élément clé, en fait, du coup, de redynamisation. Alors, on voit des phénomènes assez nouveaux, là, c'est assez excitant du reste, de voir, en fait, du coup, des cadres CSP+, qui se sont formés sur certaines typologies de métiers, de ingénieur à directrice de la com de grands groupes, et là, je parle d'un exemple concret, qui, à un moment donné, en fait, la quarantaine venue, le plus souvent, qu'on s'est prouvé 2-3 trucs, se dit, mais en fait, j'adore la chaussure, quoi, j'adore, et en fait, je trouve ça hyper noble, soit de monter une chaussure et d'être bottière, soit, le cas échéant, en fait, de pouvoir travailler cette matière qui, encore une fois, en fait, n'est pas au bout de son cycle de vie. Et je trouve ça personnellement assez stimulant. Donc oui, il y a plein de défis en fait sur l'univers de la cordonnerie. Et puis évidemment aussi donner en fait une certaine homogénéité. Je l'ai introduit tout à l'heure, mais dans la qualité de réparation, parce que c'est pas si simple. Oui, tout à fait. Voilà. Léopolda, toi, tu es encore sur une autre dimension de contrainte, parce que c'est plus une méconnaissance finalement des capacités de ton métier qui vont... C'est ça. Ouais. En fait, notre plus gros challenge, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Ouais. Donc je vais expliquer ce que nous faisons. Parfait. Non, mais pour effectivement parler de nos challenges, il faut comprendre vraiment ce qu'on fait. Nous, notre rôle, c'est de travailler main dans la main avec les maisons de luxe, donc qui détiennent des stocks dormants de matière. Donc on n'est pas sur les produits finis, on est vraiment sur la matière cuir, des peaux de cuir non utilisées. On valorise 2 typologies de stocks dormants. Les stocks disparates et hétérogènes qui résultent de l'activité d'échantillonnage et de prototypage des studios de création des maisons. Donc ça va être les maisons qui vont commander la même référence dans 5 coloris différents pour choisir quel coloris ils vont utiliser. Ils vont avoir ce petit stock. Ce petit stock va, au fil de toute une collection, devenir un plus grand stock. Et voilà, s'ils ne savent plus quoi en faire, c'est là qu'on arrive et on intervient aussi dans la valorisation des stocks dormants de cuir, les cuirs de patrimoine, les cuirs identifiables. Et ça, c'est tout ce qui est cuir logotypé, monogrammé, où effectivement certaines maisons ont des grains protégés qu'ils ont développés et que seuls eux ont le droit d'utiliser. Et ces stocks-là, au sein des maisons, vont parfois être, certains cuirs vont être mis de côté parce qu'ils présentent des défauts. Du coup, on va travailler avec des matières qui ont en fait déjà été mises de côté. Pas juste parce qu'ils n'avaient pas envie de l'utiliser, mais pour des raisons manifestes de problèmes de développement et d'utilisation. Et donc, en fait, on va effectivement être sur des matières qui, parfois, vont pas vraiment
tenir. Tu parlais de couleurs qui ne tiennent pas ou de finitions qui ne sont pas vraiment là. Et nous, notre activité consiste à utiliser ces cuirs pour soit fabriquer des objets qui vont être utilisés par les marques dans leur stratégie de communication avec du gifting, donc tous ces cadeaux, partenaires. Voilà. Donc il faut quand même que la matière se tienne, si on veut, comme le disait Thierry, l'utilisation du cuir est intéressante pour un objet qui va durer. Donc ça, c'est vraiment notre objectif premier. Donc si la matière déjà est un petit peu défaillante, c'est difficile. Donc on va devoir travailler agilement la matière pour ça. Et l'autre activité que nous avons de valorisation, ce sont des ateliers expérientiels, où là, ce sont des événements qui invitent clients ou collaborateurs des maisons à fabriquer un objet. Donc l'expérience pour le client, c'est vraiment un moment mémorable, inédit, de travail de la matière, de découverte de cette matière. Et on a effectivement des questions de la part des consommateurs finaux, des marques, qui vont dire « Ah, mais finalement, qu'est-ce que le cuir vraiment ?» et où on rentre effectivement dans tous les enjeux qu'on a abordés, qui ont été abordés au cours de cette journée. Mais oui, nous, on est sur la matière, avant même qu'elle soit façonnée en produit fini. Mais on est, comme tu le disais, sur le challenge assez excitant d'allonger le cycle de vie de cette matière le plus possible, qui est absolument faisable avec le cuir. En fait, c'est génial parce qu'on vous écoute, on comprend que vous êtes tous d'accord. On comprend que tous vos métiers vont ensemble. En fait, depuis tout à l'heure, on reformule. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, est-ce que vos métiers sont réellement interconnectés, en fait, en vrai? Julie, attaque, c'est toi qui est au début de la chaîne. Merci. Alors, je pense que les sujets sont évidemment interconnectés. Après, les acteurs peut-être pas encore et pas toujours, ou pas toujours à grande échelle. C'est toujours un peu le sujet. Ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je pense qu'un des obstacles qu'a dû franchir le secteur pendant un certain nombre d'années, c'est aussi de passer d'un engagement écologique qui était plutôt basé, en tout cas je parle pour les grands groupes, sur de la philanthropie extérieure, sur des fondations, à un changement de leur fonctionnement interne et d'être dans une gestion de leur RSE qui était notamment sur leurs propres pratiques. Par rapport à ça, ça se met, enfin voilà, on voit évidemment dans les dernières années que les gens se mettent à beaucoup plus repenser leur propre façon de pratiquer leur métier. Là-dessus, moi, en tout cas, mon expérience dans divers studios m'a montré que quand on traite du cuir, la particularité de la matière, la difficulté d'approvisionnement, surtout dans les dernières années où c'est perpétuellement du flux tendu, on voit que l'optimisation de la matière dans la conception du produit est traitée très en amont. Que ce soit à l'étape de la coupe où on va faire dispatcher des modèles ensemble pour pouvoir être dans une consommation optimale de la peau, c'est une préoccupation de chaque instant parce que ça a un impact réel sur le prix. Après, comme on est sur une matière qui est de fait d'une certaine forme d'unicité, dans le sens où chaque bête, chaque peau sera différente et aura ses défauts, ses pliures, c'est la marque d'une vie de l'animal. On ne peut pas fonctionner sans chute. Et on voit que effectivement le maillon de la chaîne sur la gestion du stock dormant est clairement en train de s'installer. Moi, en tout cas, dans l'expérience de mon activité, ce qui me semble le plus constitutif de stock dormant n'est pas forcément toujours sur la partie conception, dans le cuir, mais sur les calendriers de production. Quand on est sur des calendriers de commandes et de production traditionnelle, quand je dis traditionnel, c'est hors précommande, on est à l'heure actuelle dans le luxe sur des calendriers qui sont incompatibles avec le vivant, et donc on est forcément obligé de faire de la commande anticipée, et donc on se confronte forcément à la problématique d'avoir de la matière stockée qui n'est pas optimisée, quoi.
Donc à partir de là, ce qu'on voit, c'est que, et c'est là où on voit le pouvoir de la législation, c'est que là, ces dernières années, il y a énormément d'initiatives qui naissent autour de la commercialisation de stocks dormants ou de la valorisation de stocks dormants. Le fait de ne plus pouvoir incinérer aussi un certain nombre de produits finis, ça fait repenser aux structures leur activité. Par contre, je pense que ce qui mérite encore d'être raccroché comme wagon, c'est plutôt tout ce qui va être plutôt de l'ordre de ton activité, qui pour moi est autour de la politique SAV des marques. Dans le luxe, c'est un enjeu évidemment image très important, mais aussi logistique, parce que c'est extrêmement complexe à mettre en place, surtout dans des cadres de groupes qui valorisent une production centrée autour d'un pays, mais qui vendent à l'international. Mettre en place une politique de réparation et SAV globalisée, c'est un casse-tête sans nom. Et là, pour le coup, il y a encore beaucoup à faire. Le réseau n'existe pas encore, à mon sens. Sébastien, si tu veux bien. Oui, veux-tu réagir à cette question du SAV, parce qu'effectivement, elle est de plus en plus prenante. Écoute, je réagis avec un plaisir non dissimulé. Fantastique. Vraiment. Allons-y. Le vrai sujet, en fait, vu de ma fenêtre, encore une fois, c'est évidemment déjà de permettre en fait une conception de la chaussure ou du chaussant qui permet en fait une réparabilité. Ça, c'est déjà un premier point. C'est que c'est tout con, mais encore faut-il évidemment qu'on ait une possibilité de réparation, que ça soit presque préétabli dans la conception du cycle de vie de la chaussure. C'est un point important qui paraît bête, mais qui en réalité pour beaucoup de chaussures, pour beaucoup de fabricants, n'est pas réellement en fait un sujet qui a été considéré a priori. Deuxième sujet, c'est évidemment qu'on ait accès en fait le plus largement et le plus longtemps possible à un stock de poceries ou tout simplement en fait de pièces de rechange, disons-le clairement, qui permettent de remettre le plus près possible la chaussure, le plus près possible de son état initial. Puisque comme on peut particulièrement bien réparer, il est certain que si sur une paire de paraboot, on remet une semelle paraboot, c'est quand même vachement plus sympa quand on a refait le tour de la question pour les 5 prochaines années. Donc évidemment, il faut avoir en fait du coup là aussi une conception en fait du SAV en problématique de défauts potentiels, évidemment sur un article, mais aussi en fait de conception de sa durée de vie. Sur le SAV stricto sensu, tu as raison, on a beaucoup de marques, alors sur la maroquinerie, mais aussi sur les chaussures, qui évidemment ont fait des batchs de production pendant 2 mois, on fait tel modèle au fin fond du Portugal. Le manufacturier, lui, en fait, évidemment, 3 mois après, il est passé sur un autre donneur d'ordre, une autre typologie de production, et s'il y a un problème qualité, on ne renvoie pas, on aura beaucoup de mal à renvoyer pour faire réparer, en fait, éventuellement ce défaut. Donc se pose la question en fait du coût logistique, du coût environnemental en fait du transport, de la disponibilité, de la réactivité, et à la fin des fins, à la réelle capacité à faire. C'est là où notamment le métier de la cordonnerie peut aussi en proximité locale répondre à des enjeux de réactivité et de coûts d'appréciation globaux qui sont finalement incomparables. Et les marques y reviennent doucement sur ces sujets-là. Ouais, elles y reviennent doucement. Les marques ont compris que vendre en fait un article neuf, c'est bien. Entretenir la relation en fait aval, une fois que c'était vendu, c'est encore mieux. De travailler en fait le fichier CRM et de faire en sorte qu'on puisse un peu plus encore connaître, voire éduquer du coup la clientèle et faire en sorte qu'elle puisse, avec des points de contact assez réguliers, avoir une relation positive avec la marque. Oui, parce que dans SAV, il y a service en fait. On a tendance à l'oublier, mais c'est ça le sens du truc à la base. Peut-être avec un S d'ailleurs, le service. Ouais. Léopolda, toi tu le vis comment au quotidien, la communication entre l'amont, avec des Julie, et avec des Sébastien en aval? Bien. J'ai eu peur. On est entre nous, tu peux y aller. Non, enfin bien, oui, bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est effectivement des enjeux, c'est compliqué parce que éco-concevoir un produit, ça ne s'invente pas. Et pour les petites marques, quand il s'agit de tout créer, ça va. Pour des grandes marques établies, quand on leur demande de changer leur façon de faire, c'est très compliqué. Après, nous, on a de la chance dans notre activité. Le fait d'utiliser des matières premières secondaires, donc de réutilisation,
Tu parlais de défauts tout à l'heure. En fait, quand nous on voit ces défauts sur les peaux et elles ont été écartées, hein, donc c'est pour une raison. Il y a généralement des défauts et en fait c'est un moyen d'entamer la conversation là-dessus avec les participants à nos ateliers et de communiquer sur tout ça, sur aussi l'entretien du cuir et c'est. Alors, on n'est pas des experts hein, sur ces sujets-là autant que Galoche et Patin peut l'être, mais effectivement, on encourage à prendre soin de ses chaussures et à comprendre que c'est une matière vivante et qu'on peut la faire durer le plus possible. Mais oui, nous, on a pas mal de... On a du mal quand même à faire comprendre aux marques que leurs stocks dormants de cuir peuvent être en fait un moyen super intéressant pour elles pour communiquer et pour passer surtout du déclaratif au concret. C'est-à-dire une marque, elle dit à un consommateur « Moi, je valorise mes stocks dormants de cuir. » Ok. Et une autre marque va dire à ses consommateurs « Je valorise mes stocks dormants de cuir. » Et vous allez venir fabriquer un article lors d'un atelier, vous allez en apprendre plus sur la matière, vous allez voir une nouvelle manière de fabriquer, étant donné que l'éco-conception, on y touche pas mal chez Sadnové Studio, puisque les objets fabriqués dans notre atelier et les ateliers expérientiels sont tous réalisés avec un savoir-faire d'assemblage éco-conçu pour le cuir, qui s'affranchit de tout consommable. Donc tous les articles qui sortent de l'atelier de Sadnové Studio et qui sortent des ateliers expérientiels réalisés par Sadnové Studio sont éco-conçus puisque c'est un savoir-faire d'assemblage, le cuir qui s'imbrique sur lui-même. Donc en fait, on est sur des objets composés à 100% de cuir. Et ça, c'est un parti pris aussi, puisqu'on a une telle admiration pour la matière qu'on voulait la mettre en avant telle qu'elle. Et ce savoir-faire a été reconnu métier d'art par l'INMA au printemps 2021. Donc, bravo, nous sommes très fiers chez Sadnové. Et pan. Et pan, voilà. Mais après, moi, je rajouterais quelque chose aussi sur le fait que là, que nos métiers soient interconnectés, c'est évidemment crucial. Mais après, dans la pratique d'une activité qui se fournit en stock dormant pour la création de ces produits, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a besoin aussi de faire évoluer la filière dans son ensemble et notamment sur, d'une part, les réseaux de distribution. Quand on travaille avec des stocks de réemploi, on n'a pas les mêmes calendriers de vente, on n'a pas les mêmes capacités de réassort, on n'a pas les mêmes... voilà, on va fonctionner sur une saisonnalité différente et ça, effectivement, il y a encore un gros travail avec les distributeurs pour pouvoir adapter les systèmes d'achat à ce fonctionnement. Et il y a aussi une adaptation et une pédagogie à faire sur les conséquences de ces choix-là auprès du consommateur. Quand on est sur de la précommande, alors qu'on est dans une industrie qui a beaucoup développé et travaillé l'achat impulsif, il y a un délai qu'il va falloir apprendre à encaisser. Il y a donc une façon de consommer différemment aussi son produit. Donc c'est aussi un enjeu de communication sur comment est-ce qu'on capitalise cette période de délai. Mais il y a aussi, forcément, plus on est capable de comprendre que si on veut du made in France, on n'aura pas les mêmes prix. Si on a été habitué à du simili-cuir, on aura un rapport à l'imperméabilité ou à la solidité du produit qui va être différente, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait la beauté de la matière naturelle. Donc c'est toutes ces complexités-là qu'il faut aussi insérer dans la filière, quoi. C'est une pédagogie qui se fait autant au niveau des distributeurs qu'au niveau des personnels de vente. Et c'est un vrai travail de formation. En fait, tu parlais de biais de consommation tout à l'heure. Je pense que ça nous amène directement sur notre quatrième question. On est tous sur des business assez neufs, donc forcément notre clientèle est une clientèle potentiellement de la jeune génération. Ce sont des gens qui sont très engagés d'un point de vue citoyen, d'un point de vue écologique. Comment la filière cuir, on l'inscrit dans tout ça? Est-ce qu'ils vont nous suivre? Est-ce qu'on va pouvoir être assez pédagogue pour les emmener sur nos problématiques?
alors moi je vais parler à titre personnel, mais moi je trouve que sur les nouvelles générations, il y a quelque chose de plutôt réjouissant, c'est que donc moi j'ai une formation en design de mode qui remonte à quelques années, et ce que je peux très clairement voir, c'est que là à l'heure actuelle dans les cursus créatifs, les questions environnementales sont perpétuellement, font partie complètement des préoccupations franchement, la très grande majorité des écoles, et si elles ne l'ont pas encore, elles sont en train de le développer. Donc là, c'est clair qu'on est sur des générations et des générations de designers qui ont un rapport relativement inné à l'impact écologique de leurs produits. C'est la citation que j'aime beaucoup, qui est... De qui est-elle cette citation, Julie? D'un journaliste qui s'appelle John Takara. C'est une citation qui dit que 80% de l'impact environnemental d'un produit se détermine au design. Donc à partir du moment où on réussit à avoir des générations de créatifs qui ont en tête ces problématiques au moment où ils exercent leur processus créatif, déjà on a une bonne partie quand même de la mission qui est remplie. Après, la problématique qui est peut-être un petit peu moins réjouissante, c'est de se dire qu'il va falloir quand même encore quelques années à cette génération-là pour arriver à des positions de leadership. Et c'est est-ce que ces années-là, on les a, tout simplement. Après, pour moi, les perspectives, on va dire, autour de cette nouvelle génération et des initiatives qui sortent, et on voit plein de choses extrêmement positives qui se lancent sur des systèmes de consommation de seconde main qui se développent de plus en plus, sur des générations qui ont des volontés de consommation responsable de plus en plus. Tout ça, on le voit. Par contre, je pense que comme on est sur une industrie mondiale, on ne peut pas ne pas se pencher sur l'échelle un peu macro de tout ça et de voir que pour l'instant, on est sur des initiatives qui, en termes d'échelle, sont assez minimes par rapport à l'ampleur du problème et par rapport aux acteurs qu'il peut y avoir aussi en face. Et là-dessus, moi, j'ai tendance à rejoindre un peu tout ce qu'on a pu voir aussi sur le pouvoir du législatif, sur les avancées de ces dernières années. Et je rejoins pas mal Julia Ford de Loom qui dit qu'il faut commencer à être dans la pénalisation des mauvaises pratiques. Et voilà. C'est bon, t'es sûr? Une petite dernière citation ou pas? Non, c'est bon. Très bien. Sébastien, comment t'embarques la jeune génération à la cordonnerie? C'est pas gagné, hein? J'ai pas de citation, je me sens un peu tout nul là, je suis bon, désolé. on peut en créer une, t'inquiète. Nous, en fait, le constat est très clair. Hein. Nos consommateurs les plus âgés, nos consommateurs les plus jeunes sont assez étonnamment ceux qui sont les plus convaincus en fait par la réparation de leurs chaussures. Les plus jeunes parce qu'évidemment ils ont cette conscience, tu le disais, presque innée. Ça coule dans les veines et c'est consubstantiel de leur comportement individuel, c'est clair. Les plus anciens aussi sont évidemment dans d'autres héritages culturels, ils n'ont pas encore été totalement contaminés et ne le seront jamais du reste par la surconsommation. Et puis il y a au milieu en fait du coup les 40-50naires à qui pendant 30 ans on a dit tu vas acheter des chaussures, tu vas les bousiller, tu vas les jeter, tu vas en racheter de nouvelles. Et donc du coup il y a un apprentissage incroyable à faire sur cette population-là. Sachant que les plus anciens ils viennent à nous parce qu'ils sont contents en fait quelque part que ce soit facile d'accéder en fait au cordonnier, et les plus jeunes ils viennent à nous parce que c'est digital et que du coup ça rejoint non seulement leurs usages on va dire pragmatiques de l'outil digital qui est vraiment nominal chez eux, et par ailleurs en fait leur velléité justement de répondre en fait à cette conscience écologique qui est ancrée fermement chez eux également. Bon, une fois qu'on a dit ça, donc du coup, en fait, il y a tout ce ventre mou là à éduquer, et c'est pas simple parce que en fait, on n'en a pas le réflexe. Nous, ce qu'on prône, c'est que vraisemblablement, il vaut mieux acheter peut-être moins, plus cher, en capacité en fait du coup aussi de réparabilité sur des produits qui sont bien plus configurés que du tout collé en plastoc. Et puis une fois en fait du coup qu'on a
rééveiller un petit peu ce niveau de conscience, et bien accompagner le mouvement. Et tu parlais de services après-vente tout à l'heure ou de capacité à accompagner. En fait, c'est tout le sujet en fait que les marques s'approprient petit à petit, redécouvrent pour certaines d'entre elles depuis 2-3 ans maintenant. Donc, je pense qu'on est au début du phénomène, mais c'est voilà, ça cravache dur, mais on va y arriver. Non, mais ça veut dire que le renouveau du métier de la cordonnerie passe par les marques et non pas par le consommateur? Je pense que c'est un mouvement collectif en fait. Les consommateurs ont des appétences, les marques en fait découvrent ces appétences, n'ont pas forcément des éléments de réponse. On est à ce moment-là aujourd'hui, mais on sent bien que ça pousse dans le dos. Le vent est là véritablement et aide en poussant dans le dos en fait l'intégralité des parties à avoir justement cette vision un peu macro sur le sujet. Léopolda, pardon Julie, tu voulais ajouter quelque chose? Ok, Léopolda, un petit mot pour la jeunesse. Comment notre jeunesse est engagée? Pour la jeunesse, alors je ne suis plus si jeune. Non, nous en fait, la jeunesse, on la touche parce qu'on a décidé de faire de la RSE en utilisant les codes du luxe. Donc les codes de la désirabilité et de la gratification. Les ateliers expérientiels qu'on propose, c'est ça. C'est travailler une matière hyper désirable qui passe par une marque hyper désirable pour fabriquer un petit objet, on l'espère, hyper désirable. Ou du moins, on fait tout pour que ce soit ça. Et par ailleurs, ces objets, ils sont fabriqués par les participants. Donc, le fait de fabriquer un objet, on se projette et cet objet nous appartient, c'est nous qui l'avons fabriqué. Donc, en fait, on fait corps presque avec l'objet. Et ça, quand on s'est donné corps et âme dans la fabrication d'un objet, on va le garder parce qu'on en est fier. Et voilà. Donc nous, en fait, ces ateliers, on s'aperçoit de plus en plus les marques souhaitent remplir des objectifs d'acquisition client avec ces ateliers expérientiels, puisqu'en fait, ça permet aux jeunes générations de toucher du doigt l'univers des marques pour lesquels ils sont très admiratifs, pour lesquels ils n'ont pas nécessairement le pouvoir d'achat déjà pour acheter des articles de ces marques. Mais ils rentrent un petit peu dans l'univers de cette marque, ils comprennent les tenants et les aboutissants du luxe, de la minutie, de la concentration, la minutie, le travail de la main, l'intelligence de la main, le savoir-faire. Tous ces enjeux-là, en fait, on n'a pas vraiment besoin de leur expliquer par des mots, étant donné qu'ils le découvrent vraiment en travaillant la matière. Alors, nous, on a une technique d'assemblage particulière qui fait qu'effectivement, on n'est pas dans les savoir-faire traditionnels, on va dire, de la maroquinerie. D'ailleurs, on nie de la chaussure, puisqu'on ne fait pas encore de chaussures en atelier, mais pourquoi pas. Mais voilà, nous, en fait, on sensibilise par le faire et par le désirable. Mais c'est là où moi, je rejoins ce que tu dis sur le pouvoir d'achat, c'est qu'après, nous, on est sur un créneau et on fonctionne avec des marques qui sont sur du premium, du haut de gamme. Et c'est pas pour être pessimiste, mais c'est que au final, quand on parle d'une jeune génération qui est sensibilisée sur les problématiques écologiques, je pense qu'on est sur une partie d'une jeune génération, parce qu'à côté de ça, on est aussi sur le développement exponentiel de marques à la Chine, ou peu importe comment ça se prononce, mais je veux dire des marques où on est sur des produits de maroquinerie, ou quand on est sur un produit qui sort à 29,99 €, on n'est pas sur clairement de la production responsable. Donc je pense que de toute façon, il y a ce double développement qui implique aussi à un moment donné qui est quelque chose de l'ordre de la législation qui viennent mettre un petit peu aussi de cadre dans tout ça et qui permettent aussi de régler ces problématiques d'amalgame sur je veux dire, c'est très clair qu'à un moment donné, on ne pourra pas faire sortir, enfin en tout cas pas dans les années à venir, faire sortir un produit made in France en cuir naturel, extrêmement bien conçu sur toute sa chaîne de valeur, dans un élevage merveilleux fait en Auvergne, à 40 €. Donc à un moment donné, il faut avoir cette réalité-là et cette réalité aussi sur l'impact macro qu'on a envie d'avoir sur le secteur, et de se dire que ça ne peut pas passer que par des initiatives. Le luxe a évidemment sa part de prescripteurs,
d'acteurs mais il faudrait que ça majeurs, mais ruisselle, il faut effectivement. qu'à un moment donné, ça puisse se transmettre au reste de la filière. Même si, quand tu considères en fait une chaussure qui va te durer 10 ans, si tu divises son coût par 10, bien que tu l'aies potentiellement en fait entretenu, voire rénové chez un cordonnier, tu te rendras compte que le coût de revient annuel n'est pas si élevé que ça par rapport à une paire qui, somme toute, aurait été consommée 8 ou 10 fois en rachat et en déchets. Si tu l'avais acheté pas de gamme. Donc c'est aussi en fait un angle sur lequel après se pose la question du financement initial, parce que c'est un coût d'entrée qui est élevé, mais en fait en coût d'usage, en réalité, on n'est pas si loin. Tout à fait. Mais après, si la stratégie des marques globales reste sur le quantitatif, on n'a pas d'incitation particulière à faire durer ces paires 10 ans. C'est-à-dire que c'est là aussi où il y a un problème de modèle économique. Ouais, tu as raison. Ouais. Non, parce que Shine ou Shin, ou effectivement, peu importe comment ça se prononce, se porte très très bien tout de suite. Donc c'est bien qu'il y a des consommateurs qui sont là pour, mais effectivement, vous soulevez des points très intéressants. Merci. Ils sont géniaux, j'ai rien à faire. C'est top. Bon, vous l'avez compris, on est un peu des passionnés et on pourrait parler comme ça pendant des heures. Mais je vois que Natacha s'est levée, donc ça veut dire qu'il va falloir passer la parole. Non, juste pour conclure, je pense qu'on est d'accord pour dire que la filière cuir, on va continuer notre démarche de pédagogie envers tout le monde, en fait, parce qu'on a tout le monde à embarquer. Et puis de bon sens aussi, tout simplement. On ne va pas aller beaucoup plus loin que ça.